Qu'est-ce donc qu'un soulèvement? Le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence. Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que t'as besoin de thunes, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au testé, ils se retrouvent dans les émeutes. After all, the mechanistic construction of capitalist patriarchy is what divided us and what desacralized the world. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs, nous allons sortir ensemble du brouillard. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Épisode 12. Si on ne peut pas danser, ce n'est pas notre révolution. Salut, on enregistre ce podcast tout juste après le premier tour des élections présidentielles qui voient la droite ultralibérale et l'extrême droite encore plus forte qu'il y a 5 ans. Autant dire qu'on enregistre pendant des temps assez difficiles pour les forces progressistes et révolutionnaires. Il nous paraît d'autant plus nécessaire de faire entendre d'autres voix, celles de militantes, de militants, qui peuvent apporter des questionnements, mais aussi, on l'espère, des clés. Des clés de compréhension, mais aussi de la motivation et de la détermination pour se mobiliser, pour lutter ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et les prochaines années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler de joie militante précisément, celle qu'on a tous déjà ressentie, celle qui nous fait sentir vivants collectivement, celle qui nous permet d'avancer, de s'écouter, d'être affecté et de pouvoir affecter les autres, de s'épauler et d'aller toujours plus loin dans les luttes collectives. En s'appuyant sur le fond mais aussi la forme du livre Joie militante de Carla Bergman et de Nick Montgomery, on veut ici parler de ces capacités, de cette puissance qui se forme dans les luttes et qui forge les luttes elles-mêmes, mais aussi de ce qui peut les réduire. Réduire ces capacités, réduire cette puissance, les amener à des burn-out militants, à des sentiments de ne plus ou de ne pas être à sa place. Tous ces aspects, ces sentiments ambigus, on sait qu'ils parlent à beaucoup, mais on n'a pas toujours eu la place de les exprimer. On veut vous faire part d'expériences vécues, de joie militante, mais aussi de frustration, de shifts, de changements brutaux dans la vie quotidienne qui nous emmènent, nous et les autres, dans les luttes. Tout ça pour voir peut-être un peu plus clair sur comment lutter ensemble, pour sortir collectivement du brouillard et faire de nos objectifs de solidarité, de joie partagée et d'entraide nos moyens employés dans nos groupes militants ici et maintenant. Les questions que soulève le livre et le concept clé de joie militante sont très nombreux. Comment faciliter l'adhésion, l'entrée et la formation de nouveaux dans les groupes? Comment prendre soin des autres et de la lutte dans un combat commun? Comment ne pas reproduire les schémas que nous inculquent les systèmes de domination et d'oppression dans toutes nos relations? C'est en s'inspirant de la forme que prennent les discussions dans le livre qu'on a voulu donner la parole à plusieurs personnes impliquées dans les luttes pour comprendre, par leurs expériences, ce que pouvaient être des expériences militantes joyeuses. Ce n'est qu'en rendant plus vivants et plus joyeux nos milieux qu'on pourra lutter ensemble, construire des espaces, reprendre des terres, infléchir les systèmes de domination. Bref, faire un bloc progressiste, révolutionnaire, avec des myriades d'activités de lutte, mais toujours dans la joie. Donc aujourd'hui, on a invité Jenna à venir parler avec nous. Donc Jenna, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui adore les Lego et qui milite depuis un bout de temps. Sur son site, elle se présente comme une artiste queer, polyamoureuse et féministe. Pour parler militantisme et de l'expérience de joie dans les luttes, j'ai pu interviewer Séverine, militante féministe et écologiste. Pendant ses études, elle a travaillé sur les révolutionnaires de la Commune de Paris et elle est aujourd'hui professeure d'histoire géo dans un collège expérimental. Militante féministe et engagée dans les luttes pour les personnes exilées, elle a été également dans un groupe local d'Extinction Rébellion avant de quitter celui-ci et de participer, comme elle le fait depuis ses 15 ans, à des mouvements d'éducation populaire et politique. On a aussi parlé à Perle, 19 ans, qui habite à la Baudrière, un squat anarcha-féministe transpédéguine où on l'entend souvent écouter Aya Nakamura et qui s'investit beaucoup dans les milieux écolos depuis le lycée. Comment est-ce que vous êtes entrée dans les milieux militants? C'est quoi votre parcours? Oui, du coup, pour poser un contexte, j'ai toujours été seul dans ma famille, c'est-à-dire que mes parents étaient vachement sur mon frère. Et du coup, très vite, j'ai dû m'autonomiser vis-à-vis du cadre familial et du soutien qu'il aurait pu m'apporter comme n'importe quelle famille, quoi. De là,
j'ai été harcelé du collège au lycée pour ma sexualité, quoi, l'homophobie. Du coup, j'ai toujours parcouru seul mon environnement. En plus, je vivais dans un village, du coup, je faisais des cabanes, j'avais mon petit groupe de potes. J'ai fait ça toute mon enfance. Après, j'ai vécu des années horribles à cause du harcèlement. Et après ça, pendant ça d'ailleurs, il y a Greta Thunberg qui a débarqué de on ne sait où, dans les journaux et tout, quoi. Et en fait, moi, je ne savais pas qu'elle avait débarqué, mais dans mon lycée, il y avait un petit groupe qui s'était monté pour faire un collectif et appeler à une manifestation, du coup, à Cergy. Et il s'appelait Val d'Écolo. Et ce groupe-là a fait une manifestation et je l'ai rejoint pour l'organisation de la manifestation. Et tout de suite, ça m'a grave plu, le fait que il y a un collectif qui t'entoure, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux partager tes craintes, etc. Et après ça, je suis monté sur Paris parce que j'avais des compétences en design graphique. Et du coup, le Instagram, la team Instagram de Youth for Climate Paris recherchait des graphistes. Du coup, je suis allé là-bas. Avec le temps, notamment grâce à Désobéissance Écolo Paris, je me suis politisé en militant à Youth for Climate. C'était aussi une période où il y avait pas mal de conflits avec ma famille parce que commençait à y avoir une rupture, quoi. Il y avait déjà des problèmes au sein de ma famille de transphobie et d'homophobie qui faisaient que j'étais autonome vis-à-vis d'eux, mais en plus le fait qu'il y ait un rejet d'une certaine féminité, d'une homosexualité que je pouvais même pas exprimer dans le cadre de la familiale, quoi, parce que hétéronormativité, pression sociale, quoi. Bref, cette période-là a créé une rupture qui a fait que je me suis retrouvé très vite dans des milieux qui poussaient vers l'autonomie, c'est-à-dire le milieu squat, vers le vol, parce que mes parents ne me fournissaient pas d'argent. Du coup, ça a été très galère cette période-là. Du coup, là, c'était la période de après Greta Thunberg, j'ai fait quoi? Ouais, Greta Thunberg est arrivée, j'étais en première. Après, en terminale, il y a eu la réforme retraite où j'ai complètement déserté le lycée. C'est là aussi, ça a marqué un vrai tournant au niveau de ma famille, quoi. En fait, fin terminale, on avait organisé avec Youth for Climate un camp climat dans lequel je m'étais investi. Et à l'issue de ce camp, on avait ouvert plein de locaux dans le quartier de Sainte-Marthe. Et c'est là où j'ai commencé littéralement à vivre en squat, mais même pas par conviction, quoi. Juste un peu par survie de genre... c'est la fuite de la famille, parce que dans un cadre dans lequel tu te sens pas bien, et juste tu te retrouves dans un quartier où t'as des lieux où tu peux y vivre, où tu passes du temps, et ça se fait naturellement, quoi. J'ai commencé à y dormir régulièrement, plusieurs jours de la semaine, je rentrais même plus chez moi. Et après ça, j'ai parcouru un peu les milieux dits autonomes et anarchistes, qui m'a fait après aller vers Montreuil. Voilà. Et du coup, maintenant, je suis ici, dans un squat qui s'appelle la Baudrière. C'est un squat anarcha-féministe, transpédagogique. Ma famille est réfugiée du Vietnam de la fin de la guerre. Et dès l'école maternelle, c'était évident pour tout le monde que j'étais la seule qui était pas blanche dans la classe. Et ça a continué comme ça jusqu'au collège. Donc cette conscience-là, elle était là, elle a toujours été là. C'était inévitable. Ensuite, sentir que j'étais manifestement bisexuelle, mais particulièrement que les autres ne l'étaient pas et qu'il y avait une différence. Ça, c'est venu vers entre 8 et 10 ans. J'ai commencé à avoir des attirances romantiques pour des garçons et pour des filles de manière indifférente. Et j'ai constaté dans la façon dont mes attirances étaient reçues qu'il y avait une différence, que c'était pas considéré normal. Et j'ai jamais osé demander à mes parents pourquoi est-ce qu'ils m'avaient envoyé dans un collège privé catholique, parce que j'ai un petit peu peur que la réponse soit pour essayer de me remettre dans le droit chemin. Mais très clairement, le message qui était envoyé quotidiennement dans un cadre comme celui-ci, c'était contre nature, tu finiras en enfer. J'étais la personne à la fois queer et racisée. Et j'étais visiblement queer, je veux dire, je savais pas être autrement. J'avais pas plus le choix de ne pas être queer que de ne pas être racisée. C'était en moi, quoi. Et mais du coup, la socialisation avec tous les petits cons qui étaient autour de moi a été vraiment douloureuse, quoi. J'ai assumé d'être bisexuelle vraiment au lycée. Et puis les questions de transidentité, elles m'ont questionnée dès le collège, début de lycée.
mais pas avec ces mots-là. Et avec ces mots-là, j'ai commencé à me poser ces questions-là, j'avais une vingtaine d'années. Ça a correspondu avec les premiers contacts que j'ai eus avec le monde politique, parce que dans les premiers pas dans le monde associatif LGBT, ça a été mes premières rencontres avec des personnes trans aussi. Pour moi, il y a eu 2 débuts. Il y a un premier sur le militantisme politique et puis un autre sur le militantisme LGBT. Et je distingue les deux parce que clairement, quand je suis allée dans le militantisme politique, les personnes LGBT n'existaient pas vraiment dans mon paysage. Ce qui m'a motivée à commencer le militantisme politique, et ça va révéler mon âge, c'est que une des premières fois que j'ai voté présidentielle et cette campagne législative, on a appelé à l'époque le cataclysme d'avril 2002, quand Lionel Jospin n'est pas arrivé au second tour des élections présidentielles. C'était pas satisfaisant du tout. C'était cette première approche du monde politique, spécifiquement en approchant les socialistes à cause de, on va dire, mon histoire familiale. C'était d'une part constater petit à petit que c'était pas exactement la gauche que je recherchais, et puis que c'était pas exactement le type de militantisme que je recherchais, parce que en tant que personne jeune qui arrivait dans le milieu militant, on était considéré comme la piétaille, foot soldier, les gens qui vont coller les affiches, qui distribuent des tracts, mais pas du tout des gens dont on se soucie de ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ont à apporter. Ça aurait pu me vacciner complètement, mais il se trouve qu'en approchant comme ça le monde politique, j'ai aussi rencontré un mec qui me plaisait bien, avec qui finalement j'ai vécu un peu, et qui était aussi dans le militantisme LGBT. Et du coup, qui m'a montré que ça, c'était possible, qu'il y avait moyen d'avoir des formations politiques, évidemment plus petites, mais qui sont plus axées sur la réflexion que sur servir la soupe. Donc ça m'a donné un premier aperçu de ce que ça pouvait être que le militantisme politique, ce que ça pouvait être que le militantisme LGBT. Et puis le deuxième départ dont je parlais vraiment sur le militantisme LGBT, ça a été de déménager, de changer de pays, de changer de continent parfois, et de se retrouver dans une ville dans laquelle on connaît personne. Et finalement, aller voir une association LGBT, c'était un peu la certitude de trouver en tout cas pour moi à l'époque, la certitude de trouver un endroit où je serais accueillie et écoutée. Et donc c'était pas une question de militantisme au départ, c'était une question de rompre l'isolement. À partir de là, le fait de trouver ce genre d'accueil, moi ça m'a donné envie de participer, de donner en échange et d'accueillir les autres aussi. Dans cette première association qui m'a accueillie, j'ai été aussi formée à l'accueil, à l'écoute, aux situations d'urgence, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre de plus en plus connaissance, de plus en plus de situations de vie LGBT qui ont besoin d'aide, qui sont pas traitées correctement par la société. Et ça refait le lien avec la politique politicienne, qui est que il y a 2 moyens de réagir face à des situations qui sont inhumaines, invivables. Il y a une première réponse qui est concrète, qui est d'aider les gens à vivre, à survivre, à s'en sortir. Et puis il y a une deuxième réponse à plus long terme, qui est de faire en sorte que ça se reproduise pas, et de changer la société, de faire en sorte que les lois changent, que les mentalités changent. Et ça, c'est les 2 types de militantisme entre lesquels je zigzague. Je milite un peu moins, j'aimerais militer, c'est un peu compliqué la temporalité, pour une société féministe, anticapitaliste, plus égalitaire dans l'idéal. Moi, j'ai grandi la première partie de ma vie jusqu'à mes 15 ans dans une famille où ma mère gagnait un petit peu plus d'un SMIC, je dirais un SMIC,2, un truc comme ça, et mon beau-père était propriétaire d'une boîte informatique qui a coulé. Il a racheté les dettes de son associé, et après du coup il était endetté, donc il se versait pas de salaire, et donc on a vécu avec un SMIC pour 4 parce que j'ai un petit frère, et ça a été hyper compliqué parce que y avait des galères de thunes constamment, on n'avait pas d'argent, on n'est jamais parti en vacances, on n'avait pas d'argent pour ne serait-ce que l'alimentation était un casse-tête, une charge mentale énorme financièrement. Donc les loisirs, les livres, la scolarité, les fringues, tout ça encore plus forcément.
Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé. Enfin, je me rappelle même de moi, même dans ce que j'écrivais, parce que j'ai relu tout ce que j'écris depuis que je suis en CP-CE1 dans des journaux, et donc j'ai relu tout ça et j'étais déjà en colère de ça. Donc c'est des formes d'inégalité que je voyais, même si forcément je le théorisais, je le politisais, pas comme je le fais maintenant évidemment. Mais ça a commencé un peu comme ça, par des formes d'injustice que je percevais du coup. Je trouvais injuste aussi la différence d'éducation qu'il y avait entre mon frère et moi. Que je disais que c'était parce que moi j'étais une fille et parce que lui était un garçon. Et après, j'étais très très curieuse et du coup, dans ce que je pouvais voir aux informations, j'étais en colère de plein de choses. Dans ce que j'ai pu voir après historiquement, j'étais en colère de plein de choses. J'étais très en colère de comment se passait l'éducation au collège. Il y a beaucoup de comportements de profs que j'ai trouvé injustes. Donc je pense que ça a commencé comme ça. Et après, plus sérieusement, si on peut dire ça comme ça a été quand je suis arrivée à Bordeaux, donc étudiante à 18 ans, où j'ai fait une prépa sciences sociales, donc j'ai bouffé de la socio énormément, donc à longueur de temps. Puis j'ai rencontré des personnes qui étaient plus politisées que moi, ou qui avaient une théorie, une pensée plus construite que moi à ce moment-là. Des copains qui se disaient anarchistes, et du coup j'ai pu découvrir un peu tout ce monde-là. Et un peu voir en fait que des idées, des débuts d'idées que j'avais étaient en fait anticapitalistes, tout ça, mais des choses que avant ça je théorisais pas. J'ai fait mes premières manifs, j'ai constaté la brutalité policière que je faisais que voir aux infos avant, et donc forcément mal puisque c'était instrumentalisé par les médias. J'ai vu, donc j'avais 18 ans quand j'ai vu pour la première fois des CRS tabasser des manifestants et des manifestantes. Et là, ça a été un gros changement pour moi. Enfin, là, on peut dire que je suis vraiment devenue militante. Avez-vous rencontré des difficultés pour entrer dans ces milieux militants ? Les premières réunions, c'était des réunions locales de militants locaux dans le 18e arrondissement, là où j'habitais à l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré cet autre militant. Et c'est qui m'a appris l'existence d'un groupe LGBT. Parce qu'il a bien vu que j'étais perdue dans ce groupe et que j'étais là pour écouter, j'étais là pour savoir comment je pouvais participer. Et je ne voyais pas comment je pouvais participer. Ça voulait dire parler à beaucoup de personnes inconnues d'un coup. C'était prendre la parole en public, c'était impossible pour moi à l'époque. Enfin, c'était beaucoup d'un coup. Donc j'étais là, petite brebis égarée, vulnérable. C'est pas innocent de le dire comme ça. C'est vraiment, il y a cette personne plus âgée, plus expérimentée, qui m'a vue aussi comme quelqu'un sur laquelle elle pouvait avoir un ascendant. Donc ça m'a été utile dans le grand univers des choses et du futur, mais rétrospectivement, cette relation en soi, c'était pas formidable. Il y avait un déséquilibre qui n'était pas du tout réfléchi, en tout cas pas de mon côté, qui n'était pas du tout interrogé ou conscientisé. C'est souvent le cas pour les personnes qui arrivent en politique, c'est souvent le cas pour les personnes qui arrivent dans le militantisme LGBT, et c'est quelque chose sur lequel c'est, je crois, important de mettre l'accent dessus, de mettre en garde, de dire que ça peut être utile, mais qu'il y a d'autres moyens d'entrer dans les milieux que de coucher. Et je suis à peu près certaine que je serais arrivée au militantisme LGBT de toute façon, parce que je trouvais pas ma place dans le militantisme politique, particulièrement avec l'identité que j'avais à l'époque, et que de toute façon, je serais arrivée à essayer de trouver des communautés LGBT pour survivre. Et je me suis posé la question de rentrer dans un parti politique à ce moment-là. Parce que pour moi, tel que j'ai été socialisée, je pense, et comment je concevais les choses à ce moment-là, c'était là que je pouvais faire des choses, que je pouvais rencontrer des gens, mais je savais pas où aller. J'hésitais entre la France Insoumise et le NPA. Et je suis allée rencontrer... alors au NPA, j'y suis pas allée, mais je suis allée rencontrer des personnes de la France Insoumise. Puisque j'étais amie avec un prof qui était militant LFI à ce moment-là, et sauf que ça m'allait pas, le fonctionnement qu'il y avait, la hiérarchie, j'avais l'impression que c'était hyper compliqué, que forcément il y allait avoir plein d'étapes avant que je puisse vraiment faire ce que j'avais envie de faire. J'avais bien compris qu'il fallait d'abord prouver sa légitimité, et puis passer un an à d'abord devoir tracter avant de pouvoir faire quelque chose, ça m'allait pas. Tel que je percevais les choses à ce moment-là, je dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien, du coup je l'ai pas vécu.
Et puis j'ai voulu aller dans des milieux plutôt anarchistes, puisque c'est comme ça que je me définissais à ce moment-là, mais pareil, ça m'avait l'air compliqué. Puis, enfin là, c'est un contexte où vraiment je suis toute seule et je veux rentrer dans le militantisme toute seule. Et là, c'est plutôt le côté que ça me faisait peur, de commencer à militer directement dans un groupe anarchiste comme ça, et que je savais pas trop comment faire. Puis il faut avoir les codes. Et à ce moment-là, je les avais pas du tout. Moi, je serais arrivée en demandant à tout le monde comment il s'appelait, ce qu'il faisait dans la vie. Forcément que ça se serait pas bien passé. Vous avez des exemples de bons moments dans le militantisme ou de joie? Les 2 exemples que j'ai, c'est sur le côté politique. C'est la France insoumise, où j'ai pu constater que j'ai été accueillie pour qui j'étais, avec beaucoup de gentillesse et de respect, et d'envie de mettre en avant les problèmes que j'évoquais. Et voilà, c'est des groupes de militants qui sont, à ma connaissance, tous 6, tous hétéros, et qui ont été les meilleurs alliés que j'ai rencontrés. Voilà, qui m'ont proposé d'être sur des listes électorales, ou avec qui on a pu discuter de questions pas simples parfois, sur nos vies. Toujours avec bienveillance, jamais une question déplacée, jamais un mot blessant. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Trajectoire Trans. J'ai rencontré les gens qui ont fondé Trajectoire Trans à un moment de ma transition où j'étais encore pleine de questions, où j'étais vraiment perdue. Et j'ai demandé à m'inscrire dans une session de Trajectoire Trans, et l'accueil à la fois des gens qui organisent et du groupe dans lequel je me suis trouvée m'a fait énormément de bien, de me rendre compte à la fois que j'étais pas seule et qu'on avait plein de questions en commun, qu'on n'avait pas forcément de réponse, mais qu'on avait un espace pour se poser ces questions-là et réfléchir à ces questions. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais beaucoup plus avancée dans ma transition que je ne le croyais. J'ai pu me rendre compte finalement que j'avais résolu certaines questions pour moi et que j'étais apparemment déjà prête à aider les autres sur ces questions-là. Rapidement, dès la fin de cette session de Trajectoire Trans, on m'a demandé si je voulais co-animer les suivantes, et pour moi, c'était à la fois extrêmement, c'était très flatteur, et c'était chouette de trouver aussi rapidement et aussi directement un moyen de rendre à la communauté. Là, j'attends les prochaines sessions qui commencent le mois prochain avec beaucoup d'intérêt et avec impatience, parce que mon expérience, c'est que chacune des sessions que j'ai co-animées m'a aidée autant que celle auquel j'ai participé en tant que participante. C'est un groupe de soutien permanent aussi pour moi. XR, parce que la priorité c'était l'écologie, non, c'est clairement pas ce qui m'y a fait rentrer. C'est que c'était accessible, et du coup je suis rentrée là-dedans en me disant on verra bien. Donc je suis allée à une présentation, j'ai trouvé ça chouette. Moi c'est surtout l'organisation d'XR qui m'a plu. J'ai fait la formation à la désobéissance civile, où j'ai rencontré des gens chouettes qui m'ont donné envie de revenir. Dans cette formation-là, je me suis rendu compte que oui, écologie, mais qu'en fait il y avait plein d'autres choses, parce qu'on a parlé féminisme, parce qu'on a parlé violence, on a parlé organisation, on a parlé de notre vision des choses, et du coup il y avait cette liberté-là qui existait. Et une semaine après, j'ai fait l'action du Block Friday à ce moment-là, donc en 2019, où moi j'étais dans le blocage de l'Apple Store à l'extérieur. Et où j'ai rencontré à nouveau d'autres personnes, puis concrètement je faisais des choses. Et après, très très vite, j'ai rencontré encore d'autres personnes, j'allais beaucoup aux apéros, j'ai fait d'autres actions, il y a eu les trottinettes, je crois, après. Et j'ai trouvé ça hyper chouette, surtout le fait qu'il y avait plein de réflexions constamment. Il y a un peu une réflexion stratégique, qu'il y avait la place, la possibilité un peu toutes les idéologies d'exister. Et puis qu'il y avait plein de personnes en réflexion qui n'étaient pas spécialement campées sur leur position, qui étaient contentes de discuter. Enfin, moi, ça m'a bien convenu pendant un an. Je suis hyper reconnaissante de la formation que ça m'a donnée, de la légitimité que ça m'a donnée,
parce que je pense que sans ça, je serais beaucoup moins assurée politiquement que je le suis aujourd'hui. J'ai appris plein de choses parce que j'ai rencontré des personnes trop chouettes qui sont encore hyper importantes dans ma vie, des personnes avec lesquelles j'ai envie de faire des choses. J'ai discuté avec plein de personnes différentes. J'ai appris à m'organiser aussi. Et j'ai l'impression d'avoir pu toucher ou au moins voir de loin tout un panel de possibles, de choses qu'on peut faire ensemble. Enfin, ça m'a donné plein de joie militante finalement. La joie, ça m'évoque plein d'aspects, et notamment, j'ai l'impression, la manière dont tu luttes. Genre, comment tu luttes, avec qui, j'ai l'impression que le milieu dans lequel je vis, déjà en tant que tel, c'est-à-dire un espace plutôt collectif, un espace où tout est réfléchi, où t'as des interactions quotidiennes avec différentes personnes, où des personnes te racontent leur histoire, leur journée, c'est déjà une joie en tant que tel. C'est trop enrichissant, et quand tu baignes dans ce milieu-là, tu peux même plus en ressortir, quoi. Les moments où j'ai ressenti le plus de joie, je pense que c'est les moments où je ressens énormément d'adrénaline. Du coup, peut-être les gilets jaunes, la réforme retraite, les manifs de loi sécurité globale, les trucs où tu peux te faufiler, tu peux te casser, tu peux porter des slogans bien forts avec des centaines de black blocs. Ça, c'est des moments de joie forts. Et aussi, beau moment de joie, c'est les repas collectifs. C'est un truc que je pense on perd au fil du temps, notamment dans les cadres familiaux, en tout cas dans ma famille. Mais ouais, les repas collectifs, c'est une force collective, je sais pas. C'est vraiment, tu partages un truc, c'est tout le monde parle d'un côté ou d'un autre. Ou à Sainte-Marthe, quand t'avais le collectif d'Enaba qui nous faisait des couscous, ou des mafés, ou des tièpes, et après une journée archi longue où t'avais la police qui passait, qui regardait ce qu'on faisait et tout. Aussi quand les personnes racontent des vécus, des histoires, ça me parle beaucoup, quoi. Je suis tellement attentif à l'écoute, à apprendre et tout, que ça représente énormément de joie en moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. De savoir que ces personnes sont encore là, parmi nous, à porter un certain discours, à avoir vécu certaines choses. Je pense notamment avec une personne avec qui on vit actuellement, qui est un peu la doyenne du squat, quoi, et qui porte des luttes dans les quartiers pop, dans sa cité, dans sa tour, mais des luttes de dingue, de piratage, de rapport de force. Et quand il raconte ça, c'est tellement fort, c'est tellement empouvoirant. C'est inspirant, quoi. Et je pense que c'est un peu un enjeu aussi à nous, les jeunes générations, d'apprendre des personnes qui ont vécu, enfin qui ont lutté avant nous, pour pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs, et surtout porter avec respect et ce qu'on porte aussi nous, quoi. Enfin, je sais pas. Les respecter et apprendre d'eux. J'ai l'impression qu'il y a toute une tradition dans les milieux autonomes anarchistes de porter une certaine radicalité, une certaine vision de la politique, un certain esthétisme qui m'a parlé à un certain moment. J'ai l'impression qu'il y a d'autres moyens de porter des revendications et d'autres moyens de les exprimer. Genre par exemple, avant d'ouvrir la Baudrière, on a tenté une autre ouverture, et on a tenté de la défendre, cette ouverture qui a échoué. Elle a duré que 5 jours. Quand les keufs sont arrivés, notre réflexe n'a pas été de tout le monde en noir, on se barricade, on fait que des petites fenêtres pour essayer de bien viser pour l'extinct et tout. Notre réflexe a été, on fout tous des foulards violets à paillettes. Du coup, c'était une ouverture un peu en mixité choisie. Pas en mixité choisie, mais you know, c'est un squat anarcha-femme TPG, du coup, les personnes à qui ça parle, souvent c'est pas les maïcettes. Bref. Et du coup, on s'est tous mis aux fenêtres, grande ouverte, on a mis la musique à fond, le bâtiment était tellement barricadé, et on a foutu des jets d'extinct sur les keufs, on leur a jeté des paillettes, des décorations de Noël, et on dansait, enfin je sais pas, on dansait, et ça avait une portée politique tellement forte, et tout le monde nous soutenait dehors en fait. Enfin, il y avait un truc de quoi on se cache quand on vient défendre nos squads, genre autant s'afficher, autant danser, enfin je sais pas. En plus l'adrénaline, ça apporte un truc enfin moi l'adrénaline, c'est limite c'est une drogue. Quand je suis sous adrénaline, je suis incontrôlable. Du coup, j'étais furax, en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogans. Et c'était trop beau parce qu'en plus on était sur un boulevard, et du coup il y avait plein de monde qui nous regardait. Les keufs avaient trop le seum parce qu'il y avait grave des soutiens qui tentaient de briser un peu des cordons de keufs et tout. Mais rien qu'en l'expliquant, en le portant, ça me rend joie.
J'avais jamais vu ça, et j'ai même les personnes avec qui je me suis organisé du coup là pendant 2 ans étaient mais toutes enjoyées. Enfin, il y avait vraiment une portée qui n'avait pas seulement touché nous en tant qu'individus, mais même les gens dehors, quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais ça dingue. Et en plus, genre, ça a porté la foule, quoi. Quand il y avait la musique, tout le monde dansait, ça a essayé de briser les cordons. Quand on a été embarqué, il y a tout le monde qui tapait sur les voitures en mode tout excité et tout. Enfin, ça a vraiment créé une aura, et je trouve ça trop beau, quoi. Et ça a cassé, j'ai l'impression, tout ce mythe d'une certaine radicalité, d'une certaine vision de comment défendre les squats, ou en tout cas de comment porter des combats contre la police. Et j'ai l'impression que ça m'a fait du bien, et je pense que ça a fait du bien aussi à beaucoup d'autres personnes. Je me suis un petit peu impliquée dans le squat qui a été ouvert à Senon, et ça c'était aussi... C'était un moment puissant. C'est ce que je disais à Soupa. En fait. Hyper chouette. Je posais à Soupa un peu la question en mode c'est quoi ton souvenir de jour militant, tu vois. Et moi, direct dans ma tête, c'était genre le moment oui. où on l'ouvrait, en fait, tous les moments en fait. Il y avait une sorte de puissance, une effervescence des possibles en mode ouais, c'est bon. Ah ouais, non, mais ça c'était énorme. Et moi j'ai beaucoup aimé les formations aussi. Du coup, des formations à la désobéissance civile, moi j'en ai fait... Enfin, où j'étais formatrice, j'en ai fait 3. Et ça, je trouvais ça vraiment très très chouette. Enfin, tous les moments de transmission comme ça, où on laissait la possibilité aux gens de former là où ils avaient envie de le faire, c'était cool. Et puis toutes les autres choses un peu moins politiques, mais qui finalement le sont aussi, d'ateliers couture, de cours de guitare, ou de gens qui faisaient, je sais pas, mais même comment faire des cosmétiques de manière écolo, ou faire du zéro déchet et tout, finalement... dans ce qui se jouait, c'était plus que ça, parce que c'est aussi une manière de s'organiser. C'est une personne qui propose des choses, mais qui le fait avec des outils d'éducation populaire, qu'elle en ait conscience ou pas. Et ça, je trouvais ça énorme. Le fait de travailler aussi dans le militantisme concret, ça permet de constater une action et des résultats beaucoup plus immédiats. Parce que l'impact sur la vie de quelqu'un, on s'en rend compte immédiatement ou assez rapidement. Et on a des feedbacks qui sont formidables. Et c'est ça qui donne de la force pour faire le reste. En quoi nos relations et la manière dont on en prend soin sont une part importante de notre militantisme? J'ai l'impression que le care se joue dans les relations que tu entretiens avec les personnes avec qui tu vis, et que c'est quotidien, et que c'est pas formel, et que c'est, enfin, je sais pas, c'est la vie, quoi. Militer, c'est une nécessité. Tada! Militer, pour moi, c'est une façon de prendre soin des autres. Il y a autant de façons de militer que de façons de prendre soin des autres. Et pour reprendre les mots de, je crois, Daisy, dans Nos Voix Trans, qui était vraiment une inspiration sur ces questions-là. S'occuper des autres personnes trans et se soutenir entre nous, c'est une part importante du militantisme. S'occuper des personnes qui vont être en première ligne, c'est une part importante de militantisme. C'est pas une question de force et c'est pas une question d'endurance. Je crois que c'est important de souligner ça pour essayer de rassurer les personnes qui n'y arrivent. C'est pas une question de faillite personnelle quand on a besoin de se retirer. Et si je suis toujours là, c'est parce que j'ai survécu et probablement parce que quand j'en ai eu besoin, quand c'était plus possible, je me suis retirée. Et j'ai eu des périodes de militantisme, j'ai eu des périodes de retrait. Et ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est ma vie personnelle. C'est mon entourage, mes amoureux, mes amoureuses. Je n'aurais pas pu le faire seule. Il y a cette espèce de vieil adage sexiste qui disait que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui a souffert. Mais j'admire les personnalités militantes ou politiques qui semblent indéboulonnables, imputrescibles et qui sont là encore après 20, 30, 40, 60 ans de militantisme. Mais il est probable qu'on sache juste pas comment c'est organisé derrière. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont haut placées, très publiques, etc., elles ont des équipes de centaines de personnes qui sont en train de trimer derrière. C'est pas des personnes seules. Et même à nos niveaux, je n'aurais pas survécu sans les partenaires avec lesquels je vis. C'est une certitude. Et c'est pas une extrapolation dramatique que de le dire, c'était vraiment une question de survie. Donc le travail de militantisme pour les personnes
qui font l'objet de cette discrimination multiple, c'est aussi de se trouver les unes les autres, pour s'aider les unes les autres. Ces réseaux de survie-là, ils sont super importants. Et ils permettent parfois de faire émerger des questions politiques, qui permettent parfois de les faire entendre à l'extérieur. Et voilà, pour les gens à qui ça fait peur, ça sonne communautariste. Et c'est assumé, c'est communautariste. C'est ça qui permet la survie. Sinon, on doit compter uniquement sur des personnes qui ne sont pas concernées pour gérer ce genre de problème. Et le travail d'allier des gens non concernés qui voudraient quand même aider, parce qu'il y en a et qu'il faut les encourager, c'est pas forcément de parler à la place d'eux, parce que c'est jamais bien fait. Ça peut être de gérer la logistique derrière. Ça peut être de faire en sorte que les personnes concernées puissent parler de manière la plus confortable possible, d'assurer l'intendance, de les défendre, je sais pas, gérer les réseaux sociaux, etc. Enfin, tu vois, il y a un travail qui est tellement tentaculaire. Et si ça pouvait ne pas toujours être un mec blanc, cis, hétéro, riche, qui tient le micro, on pourrait répartir ça. Et cette personne qui est en plus valide, qui tient le micro, elle pourrait très bien aller faire les courses. Elle serait aussi utile. Ces réseaux-là, la plupart du temps, sont assez informels. C'est des réseaux humains avant tout. Donc c'est des amitiés, c'est des familles polyamoureuses, des groupes d'amis. C'est certainement encore moins facile pour les personnes introverties, pour les personnes autistes, pour les personnes neuroatypiques, de trouver ces réseaux-là, d'entretenir ces réseaux-là. Parce que ça demande un travail personnel aussi. Au moins une fois d'aller les voir et puis ensuite de maintenir ce contact et de savoir appeler à l'aide. Et le mieux que je puisse dire, c'est trouver les personnes qui sont soit identiques, soit compatibles, qui savent entendre, qui savent aussi comprendre que des fois on ne sait pas appeler à l'aide et qu'on a besoin quand même, parce que ce sont des personnes qui vivent les mêmes choses. Et puis de temps en temps, ce groupe devient assez important pour devenir un réseau d'entraide un peu plus formel. Une association, ça peut être le Front Transfemme, ça peut être le FAST organisé par Accept ST. Ce sont des groupes d'entraide, ça devient des sortes de mutuelles informelles dans lesquelles on va mettre une partie de nos énergies et de nos revenus pour venir en aide aux autres. C'est quoi un peu les conflits et les problèmes que vous avez pu rencontrer dans les milieux militants ? Des fois, il y a des personnes militantes sur lesquelles on se reposait parce que c'était des piliers, parce que l'association ne tournait pas sans elle, etc. Et puis un jour, cette personne disparaissait. Et puis, il fallait reformer des gens, il fallait faire autrement. Ça n'a pas changé. La différence, c'est que maintenant, on appelle ça un burn-out militant. Mais le presse-agrume associatif et politique qui consiste à prendre des militants et des militantes toutes fraîches, toutes jeunes, pleines d'énergie et d'enthousiasme, et d'en retirer tout ce qu'on peut jusqu'à devoir s'en débarrasser, parce qu'elles vont partir d'elles-mêmes, parce qu'elles peuvent plus. Ça a toujours été. J'ai l'impression que ça a toujours été. J'aimerais bien qu'on commence à prendre un peu plus conscience de ça. Enfin voilà, j'en parle dès que je peux. J'ai essayé de souligner ça déjà quand j'étais à SOS Homophobie, par exemple, parce que je savais que ça me guettait. Et je voyais autour de moi qu'on perdait des militants. Et particulièrement, c'est toujours les mêmes qui partent les premiers. On perd les militants qui souffrent de discrimination croisée multiples, parce que ce sont les plus impliqués, ce sont ceux qui souffrent le plus. Et on se retrouve toujours à avoir les mêmes qui restent. Et les mêmes qui restent, c'est les mecs cis, gays, bourgeois, qui vont diriger une association pendant des décennies. Et pendant ce temps-là, les meufs racisées, les personnes trans qui ont aussi les agressions du quotidien à gérer, leur famille, les enfants et les partenaires relous, ils tiennent que quelques années. Et quand on essaye de souligner ça, quand on essaye de répartir la tâche, quand on essaye d'intéresser les personnes les plus privilégiées aux luttes politiques des autres, des minorités, c'est encore un boulot supplémentaire pour les minorités que d'essayer de convaincre ces gens-là de nous aider, alors qu'on est dans une association qui est censée le faire. Et c'est ce qui m'a fait partir de SOS Homophobie, parce que c'était devenu insupportable, que la présidence de l'association, un jour, a pu ouvrir un conseil d'administration en disant ça suffit, cette focalisation sur les personnes racisées. Cet asso ne sera pas un espace safe. On n'est pas là pour être un espace safe, on est là pour être un militant pour la cause, il disait LGBT, mais clairement c'était gay qu'il avait en tête. Les personnes qui sont l'objet de discrimination multifactorielle, donc les
personnes LGBT, les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes grosses, etc., les personnes malades, comme on en a parlé, elles ont à la fois parfois l'envie ou le besoin de militer publiquement et d'essayer de changer les choses, et ça ne suspend pas leur combat quotidien pour survivre. Donc ça va toujours être plus dur pour une personne handicapée d'avoir à gérer le quotidien et à militer politiquement en même temps. Pour une femme trans racisée, ça va être 2-3 fois plus dur, etc., etc. Et ce sera un casse-tête permanent. Si ces personnes ne militent pas, l'expérience montre que personne ne milite pour elles, ou pas bien, ou pas beaucoup, ou en question subsidiaire, une fois que les personnes les plus favorisées ont obtenu ce qu'elles voulaient, est-ce qu'elles luttent encore? Il y a plein de choses, même dans ce qui reste de négatif de mon expérience d'XR, finalement c'était un apprentissage qui était cool. Par exemple, on a été confronté à des problèmes de genre, enfin il y a eu pas mal de problèmes, mais c'est des choses où la solution c'était pas on va porter plainte et patati patata. Enfin, on était dans un collectif, il fallait bien qu'on crée les outils pour pouvoir s'en sortir et que tout le monde soit le mieux possible. Et même si des fois ça a été difficile, ça s'est fait. C'est des questions qu'on s'est posées et qu'on a essayé de résoudre. Le milieu dans lequel je baignais, du coup autonome et anarchiste, était très fermé, très l'entre-soi. Pour moi, dans ce milieu-là, je m'y suis jamais retrouvé. Et en fait, je suis très vite tombé en dépression tout au long de ma période où j'ai vécu là-bas, où je me suis senti mal, où en fait il y avait pas de joie, j'arrivais pas à m'imprégner des lieux, j'arrivais pas à vouloir créer quelque chose. En plus j'étais seul et c'était un milieu très hétéro et cis. Du coup en tant que PD, en tant que non-personne cis quoi, ça parlait jamais de nos vécus, je pouvais parler de ça avec personne, j'étais vraiment seul quoi, c'était horrible. Et du coup pour moi ces milieux-là, malgré leur non-intention de sexisme et d'homophobie et de transphobie, le sont d'une certaine manière parce que ça dégage rien en fait de beau. Enfin, ça dégage une force collective radicale, mais ça dégage pas quelque chose de qui soit enjaillant. C'est vraiment faire de la politique pour de la politique. J'ai pas vu de l'épanouissement en moi en tout cas en étant dans ce milieu, et je pense que ça allait pour plein de raisons, notamment je pense le manque de pluralité politique, le manque de diversité de genre, classe, race. Ouais, ça m'a clairement poussé à l'envie d'autre chose, et du coup le lieu où je vis maintenant, la Baudrière. Parce qu'en fait, ces milieux, ils sont tellement hostiles à la présence de personnes transpédéguines, même des femmes en fait. Ils le sont pas en tant que tels, mais genre vraiment il y a une aura qui fait que tu te sens pas libre de porter un discours, tu te sens pas libre de t'exprimer, tu te sens pas libre de bouger, de danser, de foutre ta musique, de parler de sexualité. C'est l'hétéronormativité quoi, c'est la cisnormativité. C'est un cadre normatif qui est posé, qui est imposé d'une certaine manière, parce qu'il y a, si tu viens bousculer un peu ce cadre-là, tu parais un peu bolos. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai dû m'assimiler à ces normes-là pour pouvoir avoir une place dans ce milieu. J'étais dans un milieu social-démocrate gay toxique, qui était finalement, donc j'étais entourée de mecs gays qui faisaient des blagues de mecs gays, donc extrêmement sexistes. Et cette misogynie permanente, elle s'appliquait particulièrement aux personnes trans qu'on rencontrait dans le milieu associatif. Le discours des meufs trans qui étaient énervées à juste titre était disqualifié en permanence parce qu'elles étaient traitées de folles. Et une meuf trans qui est folle, elle s'énerve, elle crie, on n'a pas besoin de l'écouter, c'est pas important ce qu'elle dit. Et découvrir la transidentité dans ce cadre-là a rendu la transition impossible pour moi. Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait rendre ces milieux plus inclusifs, plus joyeux en quelque sorte ? Ce qui permet ces moments de joie pour moi, c'est des espaces autonomes, libres, le squat quoi, la ZAD, enfin tous ces espaces-là qui tentent déjà de s'opposer à la propriété privée, de survivre, de s'opposer dans le monde dans lequel on vit quoi, enfin. Je crois qu'il y a un des éléments qui est pas essayer de faire plus que ce qu'on peut faire, à la fois individuellement et collectivement. Les grands projets c'est chouette, mais si on est 4 pour le gérer, c'est pas assez. Et ça c'est vraiment la base, je parle même pas de joie, je parle juste de ne pas brûler. Je crois pas que la joie vienne seule. La joie, elle vient de nos interactions avec les autres. Parce que, je repense à
au combat politique. La joie, elle vient rarement du combat politique parce que les lois coulent, on arrive à en faire voter une tous les 10 ans et puis on va pas pleurer le reste du temps, quoi. Donc la joie, elle vient de nos interactions avec les gens avec qui on milite. Et ça veut dire, il faut bien choisir les gens avec qui on milite. Ça veut dire, au quotidien, écouter, respecter, entendre quand quelqu'un dit qu'un connard est toxique et faire quelque chose pour. Parce que souvent, quand quelqu'un est toxique dans une organisation, c'est les victimes qui partent. Parce qu'elles ont peur de parler, parce qu'elles sentent qu'on va pas les écouter, ou parce qu'on les a écoutées puis on n'a rien fait. Ce sont des mécanismes qui s'auto-entretiennent. Nous ne sommes pas irremplaçables. Personne n'est irremplaçable. Et en même temps, à mon échelle d'humaine unique, même si je suis pas irremplaçable, si je quitte un collectif parce que dans ce collectif il y avait quelqu'un d'horrible, pour moi ce collectif, c'est pire que s'il n'existait plus. Le collectif entier est devenu toxique. Et ce collectif est pas remplaçable. Il est toujours là, mais il est pire. Donc on a beau ne pas être remplaçable. L'abuseur non plus, il est pas irremplaçable. Et il a beau être, je sais pas, formidable en mise en page. Peut-être que notre prochain flyer, il sera plus moche. En attendant, il y a 3 personnes qui vont rester, qui auront un peu plus de joie, un peu moins de douleur dans leur vie, quoi. Cette écoute-là, cette attention-là, je pense qu'elle est importante pour n'importe quel collectif, organisation, entreprise. Tiens, un truc d'entreprise qui me vient aussi, c'est il y a des gens qui ont plein d'idées. Le plus souvent possible, que les personnes qui ont des idées fassent partie des personnes qui exécutent. Parce que c'est cool d'avoir des idées puis de les confier à d'autres gens après et puis de s'en laver les mains, mais on n'est pas assez nombreux pour avoir toutes ces idées, quoi. Enfin, sur la joie, et c'est vraiment une partie sur laquelle je suis pas la plus forte parce que la partie sociale est sociale dans le sens convivial. C'est pas mon point fort. Si on veut souder des groupes, c'est pas inutile. Si on voit une association, un groupe militant comme une entreprise, bah autant aller bosser alors. Mais si on veut y retrouver de la joie, dans la mesure où déjà on n'est pas payé, autant faire en sorte que ce soit des endroits où on se sente bien. Merci beaucoup à Jenna, Perle et Séverine d'avoir participé à ce podcast. On espère que cet épisode vous aura redonné de la joie et l'envie de militer. Des bisous!